Dans cette deuxième partie, nous allons parler régionalisme et nous allons mettre l'accent sur le régionalisme critique, ce qui a été convenu d'appeler régionalisme critique. Ce courant de pensée est intéressant et nous allons nous intéresser aux aspects saillants de cette mouvance, de ce courant de pensée, et qui nous semble une bonne méthodologie pour résoudre la question d'identité dans le projet architectural. Définissons le régionalisme critique. Kenneth Frampton a avancé 10 points. Pour réaliser, pour insérer l'identité dans le projet architectural, il faudrait se baser sur 10 points. Le premier point, c'est le régionalisme critique et la forme vernaculaire. La forme vernaculaire ne doit pas être adoptée telle qu'elle est. Il faut qu'elle passe par un filtrage, par une critique, pour en connaître les bons et les mauvais aspects. Aucune forme vernaculaire n'est parfaite, y compris les formes qui sont soi-disant de forme parfaite. Aucune forme n'est parfaite. Le deuxième point, c'est une critique du mouvement moderne, ses tenants, ses aboutissants, ses points forts et ses points faibles. Il faut dire que ces 10 points de Frampton ont été élaborés il y a une trentaine d'années. Donc on parlait encore de mouvement moderne. Aujourd'hui, on parle d'architecture contemporaine. Cet éclectisme contemporain qu'on est en train de subir, notamment toutes ces nouvelles architectures non standards, le déconstructivisme et toutes ces nouvelles choses. L'architecture paramétrique et ainsi de suite. Troisième point, un régionalisme critique se base sur un mythe et une réalité d'une région. Chaque région a un mythe et possède une réalité. Nous allons voir comment traiter cet aspect. Bien sûr, nous ne pouvons jamais nous passer de l'information et de l'expérience. La notion d'espace-lieu est une notion importante pour asseoir un véritable régionalisme, une véritable identité régionale. Des notions comme la typologie et la topographie sont également de très grande importance. La scénographie architecturale, jouer l'artificiel versus le naturel. Ce binôme est constamment présent. Comment jouer entre l'artificiel et le naturel? Comment compenser l'un par l'autre? Le visuel et le tactile. Et enfin, le postmodernisme et le régionalisme. Donc ces 10 points sont des jalons sur le chemin d'un régionalisme critique qui peut nous mener à réconcilier identité et conception architecturale. Pour Curtis, sa théorie se résume en quelques points. Premier élément, l'évolution des formes rurales et urbaines. Il faut étudier l'évolution de ces formes. Qu'est-ce qu'elles ont subi tout au long de leur évolution comme avatar et en fonction de quoi elles ont évolué. Influencées par quoi? Les principes vernaculaires. Que sont-ils? Comment ils ont évolué? Un aspect comme la construction régionale et l'intervention environnementale doit également être étudié. Et enfin, faire la part des choses entre ce qui est valeur traditionnelle et ce qui est valeur moderne. Et qu'est-ce qu'on peut garder de l'un et de l'autre? Qu'est-ce qu'on peut perpétuer de l'un et de l'autre? Kenneth Frampton et Curtis sont deux grands penseurs qui ont élaboré des théories. Et ces théories restent quelque peu trop générales. Et donc, un troisième critique d'architecture, penseur, est venu apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit de Juan Carlos Orozco, qui en 8 points met des jalons sur le chemin d'une production architecturale basée sur l'identité. Ou comment insérer l'aspect identitaire dans la production architecturale. Ces 8 points, on les voit devant nous dans la langue d'origine, donc applying the vernacular in contemporary design, reconciling modernism and place, regional myths, quality of place, regional type and natural landscape, architecture as a cultural and technological reflection, nature and the built environment, architecture of the senses, que j'ai traduit ainsi. Donc, premier point, appliquer le vernaculaire au design contemporain. Comment?
réconcilier le modernisme et le lieu. Comment étudier la question des mythes régionaux et en faire un objet d'identité positif au service du projet. Comment qualifier, étudier la qualité du lieu. Comment identifier, caractériser le type régional ainsi que le paysage naturel et le type régional en relation avec le paysage naturel. L'architecture comme reflet culturel et technologique, de tout temps, l'architecture l'a été ainsi. La relation entre la nature et l'environnement bâti, et enfin l'architecture des sens, tout ce qui est visuel, olfactif, tactile, etc. Donc, ces 8 points de Juan Carlos Orozco me semblent résumer à la fois l'approche de Kenneth Frampton, celle de Curtis et d'autres aspects qu'il a intégrés lui-même. Ces 8 principes me semblent suffisants pour dégager une approche régionaliste, critique, susceptible d'apporter un plus, d'insérer l'aspect identitaire dans le projet sans verser dans un mimétisme ou dans un vernacularisme d'un côté, ou d'aller vers le pastiche le plus superficiel, le plus caricatural de l'autre. Il s'agit d'aller vers l'essence des choses. Si on doit s'inspirer de l'architecture vernaculaire ou savante, ancienne, patrimoniale, de quoi doit-on s'inspirer? On va voir en décortiquant ces 8 principes d'Orozco un par un. Le premier principe, s'inspirer du vernaculaire. Comment? On s'inspire du vernaculaire en repérant, en analysant, en comprenant, en réinterprétant. Il s'agit dans un premier temps de rejeter l'usage nostalgique. La nostalgie ne sert pas le projet. Il n'aboutit pas à des grandes réalisations. Tout ce qui est nostalgique, sentimental de l'architecture traditionnelle. Il s'agit d'analyser le type, ou l'archétype, si vous voulez, en se posant les questions, comment et à quoi il a servi pendant 100 ans. Est-il vraiment local ou importé, sachant que on peut trouver des archétypes dans un endroit et qui, en réalité, sont le résultat de brassage, d'import, etc. Qui n'appartient pas réellement à l'endroit sous la main. Quelle est sa valeur culturelle? Et il ne faut pas répéter n'importe quoi. Comme cette ferveur patrimonialiste qui consiste à tout patrimonialiser, tous azimuts. Quelle est sa valeur culturelle? Comme image? Comme signe? Quel est l'usage qui en est fait? Est-ce un usage redondant? C'est-à-dire qui se répète souvent et jusqu'à satiété? Est-ce du folklore? Sachant que le folklore fait beaucoup plus de mal à une culture, à une identité, que le délaissement total de cette culture, de cette identité. Ensuite, il faut s'interroger sur la valeur de la tradition dans l'environnement bâti. Elle est imprégnée, oui ou non, de son histoire architecturale, mais également de la reconnaissance des caractéristiques spécifiques du site, du climat, pour lesquelles elle apporte une réponse adéquate. Toute architecture locale est censée apporter une réponse adéquate aux spécificités du lieu, du site, du climat, des facteurs physiques, topographiques, etc. C'est une adaptation. Pas parfaite, mais une adaptation. Presque optimale. Regardez au-delà d'un élément ou d'une forme en particulier et essayez de voir le type, la règle générale, le principe d'origine. On peut faire ça par le biais d'une abstraction, voir comment le type se répète, se réinterprète, quels sont les éléments qui font partie de ce que Rapoport appelle le noyau, qui ne bouge pas, et quels sont les éléments périphériques qui bougent. Enfin, il s'agit de lire, interpréter
et redéfinir le style vernaculaire d'une région afin que les environnements construits contemporains conservent leurs racines en utilisant des références vernaculaires pour créer un reflet moderne et régional de l'identité culturelle locale. Donc, ça, c'est des éléments du premier facteur ou du premier principe, s'inspirer du vernaculaire. Comment on s'inspire du vernaculaire? Et cette inspiration, je disais, donc, on doit se poser la question, quels sont ces éléments traditionnels dominants d'une région? Par exemple, le patio, à quoi il sert? Est-ce que le patio est utile dans notre culture, dans nos usages d'aujourd'hui? Sur un plan de confort et des usages, est-ce que le patio est encore un élément fonctionnel aujourd'hui? Je ne dis ni oui ni non. Il s'agit de s'interroger, de se poser des questions. À quoi sert une coupole? Un arc? Un poteau? Un chapiteau? Pourquoi de telles proportions? La beauté est souvent une question de vérité structurelle. On va y revenir. Mais aussi une question de proportion. C'est un élément que souvent les architectes délaissent. Ils reprennent des éléments sans en étudier les rapports de proportion. Et aboutissent ainsi à quelque chose de tout à fait différent. De moche dans bien souvent des cas. S'inspirer du vernaculaire, c'est connaître les aspects climatiques d'un site. Comment cette architecture vernaculaire a répondu? Sachant que à chaque climat correspond une réponse d'architecture vernaculaire bien définie. Au lieu de copier des formes, il s'agit de dégager des concepts. Par exemple, en parlant de Médina ou d'Oursour, dans notre Sahara, au lieu de recopier des éléments, on peut étudier la chose en profondeur et retenir des concepts. Comment cette façon de construire, cette capacité a été obtenue? Ce concept d'introversion, comment a-t-il été réalisé? En se basant sur une parcelle très associative. Une parcelle qui se combine, qui peut associer à l'infini d'autres parcelles. Et enfin, le patio qui se complète parfaitement avec ce dispositif apporte cette ouverture au ciel. Et donc c'est l'extérieur qui est intériorisé. Et on peut, in fine, dégager des concepts. Ensuite, on peut oublier les archétypes, on peut oublier les formes, et se concentrer sur les concepts et les réinterpréter en usant de matériaux, de technologies modernes, et on pourrait aboutir à quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait actuel, de tout à fait contemporain, mais qui, dans le fond, s'inspire du traditionnel. Dégager donc des concepts au lieu de copier des formes revient à voir dans un tissu traditionnel, le nôtre, comme on peut voir dans le tissu traditionnel de la ville de Gmar, du côté de Ouadsouf, une composition structuraliste, combinatoire. On peut trouver ça dans le fameux livre sur le structuralisme en architecture et en urbanisme. On peut faire une analogie entre la structure de la cellule et sa logique combinatoire avec nos tissus traditionnels. Et là encore, il y a cette question d'associativité qui revient. On peut aussi, au lieu de copier les arcs, etc., faire des métaphores, établir des métaphores, dégager des concepts. Les concepts des 7 cieux, par exemple, présents dans le Coran, peut être un élément dégagé, par exemple, de la mosquée de Cordoue, etc. C'est ce qu'ont fait des théoriciens comme Antoniades. Il s'agit aussi, lorsqu'on veut s'inspirer du vernaculaire,
de caractériser les attributs structuraux et environnementaux de composantes. Comment ils portent et quelle est leur contribution du point de vue environnemental. Par rapport au vent, à la pluie, au soleil, quelle est leur fonction? C'est très important. Comment fonctionne un arc? Quel est le rôle de la clé de voûte en rouge ici? Je parlais des proportions, les proportions sont très importantes. Les plus grands ouvrages de la production architecturale humaine sont gouvernés par des proportions, par une géométrie. L'architecture dite islamique n'échappe pas à cette règle. Et donc il s'agit, au lieu de copier bêtement, entre guillemets, d'étudier les proportions, pour au moins garder ces rapports qui en fin de compte sont à la base de la beauté des édifices. Souvent ils sont proches de la fameuse section d'or. Il y a aussi des concepts nouveaux. L'un des concepts les plus importants, c'est la portance et la vérité structurelle. Je reprends une citation d'Auguste Perret qui dit « C'est par la splendeur du vrai que l'édifice atteint la beauté ». Ce postulat existe depuis Vitruve. Vitruve parlait dans son traité de malhonnêteté structurelle. La vérité structurelle ou l'honnêteté structurelle ont toujours été posées comme des éléments de débat au sujet du rapport structure-forme. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a la gravité et la rigidité distinguent l'architecture des autres arts, et donc c'est à la base de la conception, et de deux, l'architecture est toujours creuse pour aménager cet intérieur qui est sa raison d'être. Et je reprends un terme de von Mess pour dire que dans l'architecture vernaculaire, la technique, je vise ici la structure, la technique est domestiquée. Ça veut dire quoi, domestiquer? Ça veut dire que forme et technique entretiennent un rapport équilibré, faisant chacune valoir ses capacités et revendications. C'est lorsque, nous dit von Mess, c'est lorsque ni la technique ni la forme ne tentent d'éblouir pour elles-mêmes que nous approchons l'architecture. L'honnêteté technique ne doit pas primer sur l'honnêteté globale. Et ce phénomène de prouesse architecturale, de prouesse technologique, de prouesse technique, de porte-à-faux de 50 mètres, en fait, c'est un phénomène très récent par rapport à la longue histoire de l'humanité, et notamment dans l'architecture vernaculaire dans laquelle ce rapport est équilibré. La structure ne cherche pas à éblouir par elle-même ou pour elle-même, mais elle entretient un rapport d'équilibre avec le global. Et dans toutes ces structures que l'on voit, l'architecture gothique étant l'un des plus beaux exemples de l'humanité, qui a beaucoup de similitudes avec l'architecture islamique, est un très bon exemple d'honnêteté technique, d'honnêteté structurelle, ou d'architecture, ou de structure, ou de technique domestiquée. La technique est domestiquée, on en a parlé dans la première vidéo, c'est ce qu'a fait Louis Kahn au Bangladesh, en Inde. Dans ses projets, il a donné à chaque matériau sa vérité structurelle. Il a étudié comment chaque matériau fonctionne, à la compression, à l'attraction, etc. Voilà, on peut voir dans cet arc comment cet arc qui travaille à la compression, les efforts latéraux sont compensés par ces tendons en béton. Une question importante s'impose lorsqu'on veut s'inspirer de l'architecture vernaculaire, c'est de s'interroger sur l'ornement. La question de l'ornement. L'ornement est l'expression de valeurs sociales, mais c'est aussi une protection de la façade contre les intempéries, du moins ça a toujours été son rôle dans l'architecture vernaculaire et aussi savante. Il existe deux types d'ornements. Intégral, un ornement intégral qui fait partie de la structure,
et un ornement plaqué, appliqué, plaqué sur la structure. Deux types. Un ornement qui émane de la structure elle-même, qui en fait partie intégrante, et un ornement appliqué ou plaqué. Et c'est facile à vérifier que les critiques s'accordent sur le fait que l'ornement intégral est le plus approprié et le plus proche de la vérité structurelle. Surtout si d'autres fonctions sont conférées à cet ornement. Et c'est la posture qu'il faut adopter. Ou si une tectonique est réalisée. Il y a aussi un phénomène récent qui est l'architecture paramétrique, qui me semble révolutionne l'ornement. Les paramètres qui guident l'élaboration formelle sont en fait des critères de performance de nature différente. L'architecture paramétrique se base sur des phénomènes. C'est à partir de phénomènes, de la modélisation de phénomènes, qu'elle produit la forme. Donc c'est la notion de paramètre, en introduisant des paramètres. Un paramètre comme les efforts structurels permet de dégager la forme optimale qui résiste. Ou un paramètre fonctionnel comme le fait de contenir un maximum de volume possible dans une certaine surface, ce paramètre fonctionnel peut être modélisé pour dégager la forme optimale. Ou encore, sur un plan thermique, le plus accessible, le plus utilisé, quelle est la forme qui doit minimiser la dispersion de la chaleur? La dispersion de la chaleur est un périmètre que l'architecture paramétrique ou la modélisation paramétrique permet de modéliser pour produire donc la forme qui va minimiser la dispersion de la chaleur. Les exemples sont nombreux dans la protection solaire, les façades mobiles, etc. Et dans ce registre, on voit comment les architectes, enfin les stars architectes, comme Jean Nouvel, utilisent ces avancées de l'architecture paramétrique en le conciliant avec un archétype traditionnel qui est l'arabesque ou la moucharabie islamique, et en fait un élément qui bouge et qui permet de filtrer la lumière et les rayons solaires. Ça, c'est une synthèse entre technologie moderne et éléments traditionnels. Cet élément n'est pas un rajout, un plaquage, mais quelque chose qui fonctionne, qui apporte un confort, qui se base sur une technologie récente, qui s'inscrit dans son temps. C'est très important. Et les exemples sont nombreux, on le voit notamment, comme je disais, dans ce type de façade mobile. Des exemples d'inspiration du vernaculaire, d'inspiration intelligente du vernaculaire, on peut en trouver comme cette mosquée de Henning Larsen à Copenhague, en utilisant une seconde peau, voilà, tout autour du bâtiment, et cette peau permet de filtrer les éléments de l'environnement. Je trouve aussi un exemple d'une mosquée à Istanbul, en Turquie, Khalide Edip Adivar, mosque, by Manco Architects. C'est un exemple aussi de traitement d'éléments traditionnels, de réinterprétation, en faisant une seconde peau, une enveloppe, qui, modélisée, permet de gérer les éléments de l'environnement. Un exemple intéressant de l'inspiration du vernaculaire est l'œuvre du grand architecte Renzo Piano. Donc il s'agit du centre culturel Jean-Marie Djibaou en Nouvelle-Calédonie, et ici l'architecte s'est inspiré de la hutte Kanak. Donc il en a étudié le fonctionnement, il en a étudié la structure, etc. Donc il s'agit d'un type, il a étudié la conformation, le détail, et puis il a essayé de comprendre la raison d'être de chaque élément dans cette hutte Kanak, comment elle fonctionne, à la fois sur un plan fonctionnel, sur un plan technique, structurel, et sur un plan environnemental, etc. Comment la ventilation s'y fait, sachant que en Nouvelle-Calédonie, c'est un climat tropical, etc. Voilà, donc le fonctionnement, mais aussi la symbolique. À partir de là, il a travaillé sur des concepts, il a dégagé des concepts, il a fait une abstraction, et donc il a fait une sorte de décomposition, il a décomposé la hutte et l'a recomposé autrement,
Et après que le concept a été dégagé, il a fait une opération de filtrage. C'est comme si, dans la logique poppérienne de conception, des conjectures et réfutations, le concept qu'il a dégagé, donc par l'opération de décomposition et recomposition, devient une proposition, une conjecture. Cette conjecture n'est pas adoptée telle qu'elle est, comme le font beaucoup d'architectes croyant que leur solution c'est des miracles, alors que il y a beaucoup de problèmes. Et là, donc il a fait une opération de filtrage. Comment ce concept va se comporter en présence de paramètres contextuels, objectifs, etc. Et comment aussi ce concept est interprété sur le plan des signes de sa sémiotique, etc. Se rapproche-t-il de la hutte ancienne? Est-il interprété par la population comme la hutte ancienne, etc. Tout ce travail-là l'a mené à élaborer son concept et à aller vers l'émergence d'une forme tout à fait nouvelle, mais qui s'inspire d'une manière intelligente de la forme ancienne. C'est ce travail-là qu'il convient de faire lorsqu'il s'agit d'aborder la question de l'identité dans la conception architecturale. C'est très important. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas des simples plaquages sur la façade. Ce n'est pas une réécriture d'un langage ou une réadaptation d'un archétype connu, mais l'étude objective du raison d'être, du fonctionnement, de la symbolique, etc. Une décomposition, recomposition, dégager une proposition, la filtrer ensuite avant de l'adopter finalement. Voilà tout le travail que Renzo Piano a fait dans le centre culturel Kanak, que je considère comme l'un des modèles les plus réussis. C'est même une méthodologie que nous avons là à partir de ce projet. Voilà. Donc, nous abordons maintenant le numéro 2. Le principe numéro 2 de Roscoe, c'est réconcilier le modernisme, c'est-à-dire le contemporain et le lieu. Comment réconcilier le contemporain et le lieu? Et à travers ça, il y a une sorte de médiation entre civilisation universelle, à travers ce qui est contemporain. Nous sommes dans le contemporain, nous sommes dans l'universel. Et une culture régionale quelconque. Ça se fait par l'utilisation adéquate des concepts et des technologies contemporaines pour tenir compte des réalités mondiales, de l'attractivité universelle actuelle et du respect des besoins contemporains. On ne peut pas s'en passer. C'est illusoire que de vouloir s'enfermer dans sa coquille, de se couper du monde et de construire une identité refermée ou renfermée sur elle-même. Et comme dirait Amin Ma'louf, une identité qui pourrait être meurtrière. Il s'agit de s'ouvrir, d'adopter ce qui est contemporain, ce qui est universel. Mais il est nécessaire pour la conception d'un lieu de prendre en compte de manière adéquate la culture, les paysages et les conditions climatiques d'une région afin d'établir une identité architecturale. Les valeurs traditionnelles de l'architecture vernaculaire, combinées au concept abstrait et poétique de la modernité, de la contemporanéité, et ou de la contemporanéité, peuvent fournir un nouveau type d'architecture évoquant un sens culturel profond, mettant en valeur une langue universelle. Voilà ce qui est voulu. Et cet exemple, pour moi, est une belle synthèse entre ce qui est contemporain et ce qui est classique ou traditionnel ou appartenant à une civilisation, à une région donnée. Et à gauche, vous avez le musée de Schinkel, le célèbre musée de l'architecte Schinkel, et à droite, le musée, la Staatsgalerie de Stuttgart, la New Staatsgalerie, donc construite par James Stirling en 1986. Et là, au niveau de la forme finale, les choses sont clairement différentes, il n'y a pas photo. Mais au niveau du plan, Stirling a fait une réinterprétation d'un modèle du musée, le modèle de Schinkel, dit le modèle de Schinkel. Il l'a réadapté en utilisant toutes les technologies modernes, voilà, et en inversant donc ce qui est ouverture, fermeture et ainsi de suite, mais en gardant à peu près le même parcours muséal que l'on peut voir. Ici, on voit une réadaptation intelligente d'un modèle connu. Dans le répertoire moderniste, il y a des architectes donc qui n'ont pas rompu avec les traditions locales, le paysage. On peut en citer Alvar Aalto, José Luis Sert
etc. Beaucoup d'architectes, les architectes donc de la Méditerranée, n'ont pas tous rompu avec les traditions locales, avec cette belle lumière méditerranéenne, avec le paysage, la topographie, etc. Parmi ces architectes, Alvar Aalto passe pour un maître dans l'art de réconcilier modernité et adaptation au lieu, au site, à travers l'ensemble de ces projets. En Afrique, ce projet a attiré mon attention. C'est le centre de l'architecture de terre de Mopti, qui pour moi est le plus bel exemple d'utilisation d'un matériau traditionnel, de techniques traditionnelles, mais en même temps une conciliation avec ce qui est moderne, avec cette structure métallique importante qui apporte une touche originale. Cette toiture, donc, elle est faite pour la protection solaire et elle apporte vraiment une touche unique, et le tout, et on voit au final une architecture apurée, nette, sans fioritures, sans décoration, sans rien du tout, et qui est fonctionnelle et belle. En Asie, beaucoup d'exemples sont intéressants, dans lesquels on voit une réconciliation de la contemporanéité, du modernisme avec le lieu, notamment à travers l'usage des matériaux, l'emploi des matériaux locaux, avec leur langage, la manière de les ajuster. L'appareillage des briques, par exemple, c'est un appareillage maîtrisé par les maîtres locaux, les maîtres constructeurs locaux, et puis au final, c'est des résultats fort intéressants qu'on peut visualiser. Il y a même des projets qui ont été dans la durabilité avant l'heure, comme ce qu'on peut voir à droite, effectivement, avec ce projet semi-enterré et des toitures végétalisées, et ainsi de suite. Voilà une architecture très contextualisée, très adaptée, qui se base sur des matériaux et des techniques locales, mais dont le langage reste universel, humaniste, ouvert, etc. Au chapitre des grandes stars de l'architecture, on peut trouver aussi le travail de Skidmore, Owings and Merrill au Proche-Orient, en Arabie Saoudite notamment, à travers cette façon d'intégrer une sorte d'intérioriser les bâtiments de hauteur, d'y intégrer des cours, des oasis à travers ces fenêtres urbaines. Donc c'est un travail de contextualisation assez intéressant qui a été fait par cette grande agence mondiale. Chez nous, l'œuvre d'André Ravroux reste une œuvre majeure qu'il convient de bien étudier et de bien comprendre. Et on voit sur ces photos le travail de certains bâtiments qu'il a réalisés, notamment à Ghardaïa. On voit les formes pures. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de copie, il n'y a pas d'archétype clair qui apparaissent sur ces façades, d'archétype traditionnel clair, il n'y a pas de cet acrotère caractéristique, il n'y a rien. C'est des formes pures, simples, mais il y a des principes beaucoup plus profonds. L'intériorité, la compacité, la sobriété des matériaux, la manière de les agencer, etc. On voit toutes ces choses-là bien avec un souci extraordinaire du détail, le souci de la protection solaire, couplé à un fonctionnement qui est basé sur les usages locaux, etc. Troisième élément important, le mythe régional. Chaque pays, chaque région possède un mythe régional. Peu importe que ce mythe soit faux, vrai, basé sur une légende quelconque qui n'a même pas été vérifié historiquement, ça c'est pas important pour un architecte, pour un créateur. L'essentiel, c'est d'utiliser ce mythe, de le renforcer, d'en faire un point de départ pour le projet. Et on peut dire qu'une région n'est pas conçue uniquement en termes de géographie, de climat. Une région doit être définie comme une institution, une école de pensée, une typologie de l'architecture et une culture locale typique. La région, en tant qu'institution, tant formelle qu'informelle, influence l'image et l'expérience régionale du lieu, ainsi que la fonction et la forme de l'architecture locale. Il convient de prendre en compte deux caractéristiques non physiques principales. Il y a le discours, qui signifie école ou construction culturelle, qui permet à une région de s'associer à la culture locale. Et le client, ce qui signifie que la signification culturelle ne peut être atteinte que si les habitants d'une région le permettent. C'est ce que nous dit Fronton. Le mot mythe pour Fronton ne doit pas être associé négativement
à de faux, incorrects ou improbables, mais plutôt à l'importance des précédents glorifiés et l'association avec la grandeur d'une région. Chaque région possède ses propres mythes, qu'ils soient sous forme d'hommes célèbres, d'anciennes figures historiques, que ce soit sur la vocation d'une région qui produit telle ou telle chose. On dit bien, donc, on a en Algérie une richesse incroyable, on a des régions qui se distinguent par des mythes, par des vocations. On dit facilement les Aurès, la Kabylie, le Souf, le Mzab, le Touet, le Gourara, la Métidja, le Chenois, etc., le Hogar, le Tassili. C'est des régions. Et chaque région possède ses mythes qu'il convient de mettre en valeur pour les utiliser dans le projet. Et à partir de ces mythes, ce bâtiment, le siège du Parlement koweïtien, construit par Björn Utzon. Pour ceux qui ne connaissent pas Björn Utzon, c'est l'architecte de l'Opéra de Sydney. Donc l'un des bâtiments les plus fameux du monde. Et Björn Utzon, en construisant le Parlement koweïtien, avait pensé à l'attente bédouine. C'est-à-dire l'attente bédouine, en l'adoptant, mais pas en la copiant, mais en la réinterprétant totalement. Il en a fait un élément de protection solaire et en même temps un élément poreux dans lequel le vent circule, avec un élément de ventilation et de protection solaire. Et en même temps, sur le plan sémiotique, sur le plan des signes, il y a des signes qui renvoient à l'attente bédouine. C'est ça, exploiter un mythe. Mais l'un des bâtiments les plus emblématiques qui a exploité ou qui auront exploité des mythes régionaux, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. L'histoire de ce projet est importante et si ça a été une réussite, c'est parce que le concours a été fait sous l'égide de l'UNESCO qui a permis justement à un projet, celui de Snow-Eta Architecture, d'émerger. Et ce projet qui est sous forme d'un disque incliné qui rappelle à la fois la lune, qui rappelle le qui rappelle le dieu égyptien Ra, encore le temps, l'éternité, la mémoire, un ensemble de mythes qui s'entremêlent, peu importe c'est l'un ou l'autre, si les architectes ont pensé à l'un ou à l'autre, l'essentiel c'est cette multiplicité de lecture est une richesse très importante et chacun pourrait construire son mythe comme il veut. Mais l'essentiel c'est que l'émergence du projet a été faite sur la base de ces mythes. Quatrième élément, c'est la qualité du lieu. Ici, pour qu'un lieu puisse émerger et devenir partie prenante d'un projet, il faudrait éviter ce qu'on appelle le bâtiment objet. Un bâtiment objet, c'est un bâtiment qui ignore son environnement. Il faut concevoir une architecture contextualisée, urbaine, si on est dans un contexte urbain. Et pour cela, il faut que une œuvre d'architecture ne doit pas être perçue comme un objet autonome, mais plutôt comme relié et défini par les caractéristiques du lieu, tels que les moyens de subsistance locaux, la structure sociale distinctive et le caractère de ses habitants. Il existe une différence entre l'espace physique d'une région et l'endroit où l'interaction entre la vie et la communauté se produit. Promouvoir la valeur régionale par le biais d'un flux dynamique entre espace et lieu permettant l'intégration de l'architecture au contexte urbain environnant. Et enfin, nécessité d'examiner l'aménagement spatial d'un bâtiment et d'en analyser la manière dont il entoure, relie plusieurs zones, distribue la circulation, permet l'accès, crée des sorties, gère sa composition structurelle pour s'ouvrir aux valeurs extérieures du lieu. C'est ça un bâtiment qui n'est pas objet, qui est urbain dans un contexte de la ville, contextualisé dans n'importe quel contexte. Je répète le dernier élément, et donc il entoure, relie plusieurs zones, distribue la circulation, permet l'accès, crée des sorties, gère sa composition, bref, il interagit avec son environnement. C'est pas un objet renfermé sur lui-même qui tourne le dos à ce qui l'entoure. Et à partir de là, on peut faire une ontologie de la mosquée, par exemple. On voit aujourd'hui que la mosquée est conçue comme un objet. C'est vrai qu'elle est le fait de gouvernants dictateurs qui ont écumé cette sphère géographique. Là maintenant, dans l'ignorance, dans le sous-développement, se trouve que chaque gouvernant qui passe
veuille laisser sa trace dans l'éternité, dans la postérité, en construisant la plus grande mosquée possible. Et on le voit, les mosquées sont devenues des objets, du moins les mosquées de cette échelle. La mosquée de Saddam ici, entourée de bretelles d'autoroute, comme un objet qui s'admire de loin, mais dont l'accessibilité est difficile. La mosquée de Hassan II à Casablanca également, au bord de l'océan. La mosquée de Ben Ali à Carthage, isolée de son environnement urbain. Celle d'Alger, avec son gigantisme. Et quand on examine la mosquée dans son contexte, on trouve que, à l'exception de quelques exemples, la majorité des mosquées sont des bâtiments urbains plutôt que des bâtiments objets. C'est des bâtiments qui sont intégrés à leur environnement urbain. Même la fameuse question de l'orientation de la salle de prière dans la direction de la Kaaba, elle ne posait pas problème, comme aujourd'hui. D'autres espaces d'accompagnement réussissent à l'entourer et faire de la totalité de la mosquée un objet intégré dans son environnement urbain. Aujourd'hui, cette mosquée monumentalisée est conçue comme un objet. C'est pour cette raison qu'on trouve que certains architectes essayent d'innover, comme Bjarke Ingels Group, qui a proposé cette mosquée urbaine, un projet à Tirana, en Albanie. Et donc, pour les architectes, au lieu d'avoir cette mosquée comme un objet et les gens à l'extérieur sur une placette, il faudrait intégrer cette placette à l'intérieur et en faire un élément où les gens peuvent déambuler, se rencontrer. La mosquée n'étant pas uniquement un lieu de prière, mais aussi un lieu de socialisation et de rencontre. Cinquième élément de la liste d'Orozco, c'est le type régional et le paysage naturel. Ce dialogue entre type régional et paysage naturel. La culture, comme chacun le sait, subit l'épreuve de la nature. Culture versus nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut filtrer le type. On peut prendre un type ou un archétype, mais avant de l'utiliser, de le copier, il s'impose de le filtrer, de le faire passer par un jeu de paramètres. Mais ces paramètres, la topographie, le contexte, le climat, la lumière, la forme tectonique, etc. Ces éléments affectent de manière complexe la forme de l'environnement bâti et établissent une identité régionale. Ce qui est intéressant ici, même si on copie un archétype, le fait de le filtrer par ces éléments contextuels peut contribuer à lui conférer une identité locale, à le transformer d'éléments importés à éléments locaux. Il y a aussi la nécessité d'appréhender les facteurs physiques de l'environnement, non seulement dans leur dimension physique, mais aussi dans leur dimension qualitative, et d'évaluer leur effet sur les ambiances en matière de temporalité, de thermique sensible, etc. Dans cet ordre d'idées, on voit comment certains architectes, comme Rajrewal en Inde, Rajrewal est un architecte très intéressant, qui n'est pas très connu dans les écoles d'architecture, il n'est pas enseigné, malgré la présence d'un livre sur Rajrewal depuis les années 80 dans les bibliothèques d'architecture. C'est un architecte qui travaille avec des moyens de bord, fait des projets d'habitat très intéressants en essayant d'adapter son architecture à ces éléments du contexte, du climat, de la topographie, etc. Et l'intégration, lorsqu'on revient à des architectures vernaculaires, comme ici un dessin de la ville de Men'a dans les Aurès, et on peut vérifier avec un travail sur les points de repère, sur les lignes de convergence, comment l'intégration se fait, comment les habitations suivent la topographie, et tout cela confère une identité particulière et unique à ce site unique. Sixième élément, l'architecture comme reflet culturel et technologique. La tradition comme creuset de valeurs humaines, artistiques et culturelles, et non des scènes stéréotypées. C'est comme ça qu'il faut concevoir les valeurs traditionnelles de l'architecture vernaculaire, combinées au concept abstrait et poétique de la contemporanéité, peuvent donner un nouveau type d'architecture évoquant un sens culturel profond, mettant en valeur un langage universel. Et ça, on peut le voir facilement dans les exceptions régionalistes, entre guillemets, de l'architecture moderne et contemporaine. Il n'y a qu'à voir Wright, Alvar Aalto, on en a déjà parlé, Luis Barragan, le Mexicain, et des projets plus récents, des solutions structurelles, archétypes réinterprétées, comme la cour, par exemple. On a vu l'exemple du travail de Condilis au Maroc. Je reviens sur Rajrewal. J'en parle encore parce que son œuvre est immense. Et on voit cette sérénité qui règne dans ses projets. Cette envie d'habiter. Dans ce registre, on ne peut parler d'éloge à la méditerranéité, qui est un peu une dimension de notre identité culturelle, sans parler de Simonet, de Barragan. Barragan qui est mexicain, mais dont l'architecture ressemble fortement à celle d'Alvaro Siza, de Moura, etc. Donc le travail de Simonet est un travail remarquable,
qu'il convient d'interroger, de comprendre, pour s'en inspirer. On y trouve à la fois cette lumière de la Méditerranée, la lumière d'Alger, sa ville natale, cette éloge à la Casbah, avec ses maisons blanches, et puis cette dimension universelle qu'il a dans ses propres. Alvaro Siza, on voit clairement des formes simples, blanches, qui ne sont peut-être pas ancrées localement de manière très limitée, mais elles représentent un peu le vocabulaire de toute la Méditerranée. Souto de Mora aussi. Et puis Barragan, même si il est de l'autre côté de l'Atlantique, mais ses œuvres pour moi dégagent une extraordinaire sérénité, une simplicité, une beauté remarquable. On a l'impression qu'elles ont toujours été là, en regardant ses œuvres. Septième et avant-dernier élément, nature et environnement. Il convient, sous ce principe, de privilégier les solutions naturelles, ou, au pire, équilibrer entre les solutions naturelles et artificielles. Limiter l'usage exclusif des moyens de confort artificiels et mécaniques, ennemi des diversités et des temporalités, et adopter une attitude sélective, sensible à l'environnement physique. Sélective, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, sélectif et le contraire d'exclusif. Ces deux concepts inventés par Dean Hawkes, l'un des plus grands spécialistes de ce domaine. On est dans l'exclusif, on se base exclusivement sur le chauffage et la climatisation, sur le taux mécanique. Et on est dans le sélectif si on ne peut pas se passer 100% de ces éléments, mais on en limite drastiquement l'utilisation. Entre autres, ne pas éliminer l'expérience climatique du lieu, en enfermant des espaces pour établir un climat contrôlé. Traiter adéquatement les variations climatiques d'une région améliore notre expérience du lieu. La dimension de la temporalité, le changement de la lumière, de la matinée, celui de midi, celui de la fin d'après-midi, ne sont pas les mêmes. Cette temporalité nous manque parfois dans des espaces fermés et climatisés, ou chauffés à longueur de journée et fermés. C'est un fait paradoxal, mais plus le verre se propage, plus on se sent plus enfermé. Comme l'a suggéré Lisa Hechang en 79 dans Thermal Delight, notre perception de l'environnement thermique nous offre un large éventail de liens émotionnels. Remplacer les qualités climatiques d'une région par des normes thermiques universelles, c'est s'éloigner complètement d'un lieu. Voilà. Et dans ce registre, je reviens encore une fois sur l'œuvre de Ravero qui est immense. Et on voit dans certains détails comment, notamment dans le fameux mur masque qu'il utilise, il introduit avant l'heure la notion de double enveloppe, avec une sorte de façade ventilée, etc., qui permet de se protéger du soleil d'un côté, permet à l'air de circuler et contribuant à refroidir le mur adjacent. Donc toutes ces techniques traditionnelles, elles ont été revisitées par André Ravero, mais quand on voit la forme finale, c'est une forme belle, épurée, moderne, universelle, mais qui en même temps véhicule une identité bien plus forte et bien plus profonde que de coller ou de plaquer des éléments sur la façade. Un travail important a été aussi réalisé dans la wilaya de Biskra ou la Djellal, dans les années 80 par les frères Minyaoui, des architectes égyptiens qui ont longtemps travaillé en Algérie et qui ont construit des logements donc dans cette région de type semi-collectif en introduisant les capteurs avant, des capteurs avant. Et donc cette expérience qui reste mitigée du point de vue de l'efficacité n'est pas moins une expérience intéressante à étudier. Moi, je suis moins emballé par la technique de la tour avant, qui n'est pas tout à fait connue au Maghreb. Plutôt, c'est une technique utilisée au Moyen-Orient, en Iran, etc., dans ces pays-là. Mais son importation ne pose pas problème pour moi, pourvu qu'elle soit efficace. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'utilisation des matériaux, le jeu de formes, etc., qui permet une certaine richesse de ce projet qui existe toujours malgré les transformations qu'il a subies. Sur le plan international, l'université de Doha constitue un exemple très intéressant d'une autre manière de s'inspirer du vernaculaire, du traditionnel.
l'université de Doha, c'est un projet imaginé par Kamal Kafraoui, un architecte égyptien, qui s'est basé complètement sur une approche structuraliste combinatoire. Il y a à la fois le patio, les éléments, le capteur avant, qui est intégré, les éléments de protection solaire sous forme de mouche à rhabiller, le jeu de patio, etc., la ventilation. Il y a tous ces éléments-là, mais l'interprétation est tout à fait différente. On a une sorte de logique structuraliste combinatoire qui multiplie des bâtiments à usage non pas monofonctionnel, mais chaque bâtiment peut prendre plusieurs fonctions avec des espaces servis, servants, la notion d'espace servant, espace servi inventée par Louis-Kahn. Voilà, toujours à l'université de Doha, donc les patios, les protections solaires et puis donc les capteurs avant inspirés de ce qui existe dans la région. Un autre exemple intéressant, c'est le lycée français de Damas. Ce lycée fonctionne complètement sans climatisation parce que l'architecte a fait le pari avec le maître de l'ouvrage qui au départ voulait une climatisation classique et donc l'architecte a pris le pari de faire une climatisation naturelle en intégrant donc ces cheminées ici. Donc c'est un effet de cheminée qu'il crée par le biais de ces cheminées avec du polycarbonate. Et donc ces cheminées, le polycarbonate, donc le soleil capté chauffe les cheminées qui entraînent donc l'air peut circuler et il ventile l'ensemble du bâtiment. Cet air qui passe par un double plancher, un bébé d'eau, etc. permet de refroidir ou de rafraîchir l'ensemble des salles de classe. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après la guerre, ce projet, ni comment il a vieilli, mais l'idée du départ est extraordinaire et pendant les 2-3 premières années, il a bel et bien fonctionné sans climatisation et sans aucun problème. Chez nous, il y a eu cette expérience dans les 70 et qui a conduit à la construction d'un village solaire à Ain Lahnej, près de Boussaada. C'est une expérience intéressante. Là encore, il y a le problème social, le côté sociologique qui n'a pas été ou très bien étudié, ou étudié mais que les comportements n'ont pas été donc appréhendés comme il se devait. L'essentiel, c'est que ce fut un échec, mais pour moi, ce n'est pas du tout un échec. C'est une expérience intéressante qu'il conviendrait d'étudier, d'en tirer les éléments qui s'imposent. Enfin, le dernier élément, construire donc insuffler une identité, insérer une identité, une dimension identitaire, c'est aussi utiliser l'ensemble des sens pour une architecture multisensorielle. Donc, exploiter pleinement les qualités régionales, tous les sens doivent être intégrés à l'expérience d'un bâtiment appartenant à un lieu spécifique. Le régionalisme critique reconnaît et adopte ce concept, il favorise l'utilisation des structures, des matériaux ayant certaines affinités locales, des structures offrant certaines réactions corporelles et les changements saisonniers et régionaux permettent des réactions émotionnelles diverses. Donc c'est ça construire avec les sens. Pour Frampton, une expérience corporelle multisensorielle, c'est-à-dire créée pour la vision, mais aussi pour l'odorat, l'aspect olfactif, l'aspect tactile de certains matériaux qu'on touche, qui nous donnent une réaction différente. Ces opportunités expérientielles non seulement établissent le caractère unique d'un lieu, mais contribuent également au rejet d'un état d'esprit technocratique global. Voilà. Et à ce titre, on peut voir des bâtiments qui ont intégré ces aspects tactiles par le jeu du matériau, l'appareillage, etc. Par exemple, ici, Wael Masri, c'est un architecte jordanien, intègre cette dimension tactile par le matériau, donc la pierre brute qu'il utilise dans certains de ses projets, certains de ses bâtiments, des villas notamment, et cet aspect est bien présent. Voilà. Pour l'architecture des sens, donc, et pour, en général, s'inspirer du traditionnel, qu'il soit vernaculaire ou savant, il ne faut pas aller du vernaculaire ou du savant ancien à la conception en apprenant uniquement par mimétisme. La meilleure façon de faire, c'est de passer par des concepts, des modèles, des théories. Ensuite, essayer de généraliser, de
prendre des principes, des mécanismes, etc. pour aller vers la conception. Selon Rapoport, l'approche valide serait de tirer des leçons et les principes en analysant les environnements, en utilisant des méthodes basées sur des visions de systémisme environnemental. L'environnement fonctionne comme un système. Et de les appliquer ensuite dans des situations de conception. Plutôt qu'apprendre par mimétisme, il faut apprendre à travers l'analyse. Et si l'on suit l'architecte Charles Correa, il y a 3 niveaux de raisonnement cognitif possibles. Il y a un premier niveau superficiel, lorsqu'il s'agit de s'inspirer notamment de l'existant. Un premier niveau superficiel, c'est l'image quotidienne de l'architecte débordé de travail qui essaie d'atteindre rapidement un compromis possible entre les exigences du client, le budget alloué, les conventions de l'esthétiquement correct. Ce type de concepteur tire ces images d'un premier niveau de profondeur superficiel et conventionnel. C'est ce qu'on a vu au départ lorsqu'on a évoqué la situation en Algérie, dans la majorité des bâtiments, surtout les bâtiments donc appartenant à l'État, ils sont censés véhiculer une certaine image, etc. C'est un premier niveau de profondeur, superficiel et conventionnel, et ce niveau-là, c'est un peu dans l'esthétiquement correct, etc. Et à niveau 2, nous dit Charles Correa, un second niveau de raisonnement à caractère compulsif nécessite plus d'efforts et de recherche. C'est celui basé sur une quête de l'imaginaire semi-mythique, dans lequel les images jouent le rôle d'élixir puissant qui transforme une construction banale en un lieu unique et excitant. Et puis, une troisième strate paraît représenter le statut suprême de ces raisonnements, ce qu'il appelle deep structure, qui est une véritable transcendance des 2 premières, ou des 2 niveaux déjà cités, pour atteindre le 3e niveau dans lequel le concepteur pénètre l'essence des choses et en rapport avec quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est ça, cette 3e strate, c'est la strate la plus importante, mais en même temps la plus difficile à atteindre. Enfin, voici schématisé les 3 niveaux de Correa dont je viens de parler. Donc un premier niveau superficiel, celui de la vie de tous les jours, des compromis faciles, des emprunts un peu arbitraires, puis un 2e niveau d'imagerie compulsive et un 3e niveau profond, celui de la structure profonde, celui que je conseillerais à tout créateur. Voilà la fin de cette 2e partie, dans laquelle il a été question des 8 éléments qui résument un peu l'approche du régionalisme critique, susceptible de produire une architecture donc réconciliée avec l'identité du lieu, de la région, d'un pays. Et dans la prochaine vidéo, on va revenir en Algérie pour voir les prémices d'une identité émergente à travers les œuvres de quelques architectes prometteurs et qui sont présents aujourd'hui sur la scène. À la prochaine.